Ici Piero San Giorgio, ciao da Roma, la plus belle ville du monde pour moi. Ville que je connais bien, j'y ai travaillé en 1989, donc ça date déjà il y a pas mal de temps. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, l'immense, magnifique Colisée, théâtre Flavien, qui reste en ruine, donc tout de même un vestige impressionnant de la technologie et de la capacité de Rome à construire et à faire une ville d'1,5 million d'habitants sans pétrole. Très intéressant. Je voulais vous montrer un petit quelque chose. Venez voir. Il y a ici, sur ce mur, différentes phases du développement de l'Empire romain. En fait, Rome a commencé, mythiquement en tout cas, mais à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la mythologie de Romulus et Rémus, descendants de Troyens, Rome a démarré par une petite ville qui s'est fabriquée, finalement un grand village, tout d'abord avec des rois. Et petit à petit, essentiellement selon la mythologie aussi, habité par les brigands, Rome s'est développée, a conquis ses voisins et petit à petit a fini par grandir. Les rois d'ailleurs ont été jetés, probablement sous l'influence grecque. Rome a adapté un système démocratique et est devenue une république. Et a commencé à s'étendre, beaucoup par des guerres contre la Grèce, pour en conquérir d'abord les cités grecques du sud de l'Italie, une partie de la Sicile et ensuite de la Grèce elle-même, mais aussi par les guerres puniques contre Carthage, un autre empire plutôt commercial, a conquis une partie de l'actuelle Tunisie, la province d'Afrique donc de l'époque, et puis évidemment l'Espagne, une partie de l'Espagne. Très très difficile conquête d'ailleurs. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour des raisons de guerre, pour des raisons finalement de défense, Rome a été obligée d'étendre son territoire, d'étendre le contrôle, pour pouvoir éviter que ses ennemis, traditionnellement, donc les rois grecs, ou des puissances rivales, et surtout commerciales, comme Carthage, puissent lui faire ombrage et rivalité. Donc, la première expansion se fait toujours pour des bonnes raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons de défense, de sécurité. Et c'est ce qui est arrivé à Rome. Et puis, avec César, ambitieux, probablement quelqu'un c'est une des personnalités géniales dans l'histoire humaine, mais enfin, quelqu'un de très ambitieux, on a vu que Rome s'est encore plus étendue. Et la manière dont elle s'est étendue, c'est tout d'abord par la conquête de Pompée, qui était un des rivales de César, et puis César, sur la partie nord de l'Espagne et de la Gaule. On a vu justement une croissance de ce territoire, une croissance de cet empire, de plus en plus de peuples qui ont été soumis. On peut ne pas apprécier la culture et la manière dont Rome a soumis les peuples, mais enfin c'était relativement brutal. La Gaule a subi 1 million de morts et 1 million de personnes mises en esclavage sur une population de 3 millions. C'est relativement brutal. Donc un empire a commencé à se mettre en place. Et puis très vite, des protectorats, typiquement l'Égypte, qui a été mis sous protectorat également par César, ont été, parce que trop importants pour la survie de l'empire, ont été transformés en partie inhérente de l'empire. Donc ça aussi, ça fait partie de la logique impériale. On acquiert des zones de contrôle, on acquiert des zones qui sont sous notre territoire pour, en l'occurrence, des sources de nourriture. L'Égypte fournissait une partie du grain, et puis ça devient trop stratégique, il faut protéger cette source d'approvisionnement, et au bout d'un moment, on l'intègre dans l'empire. Et donc, ça c'est un processus qui s'est mis en place, et qui, je crois que c'est finalement entre le tournant du 1er siècle avant Jésus-Christ et l'an 0, si on veut, a transformé, même physiquement et structurellement, et si on veut constitutionnellement, si on veut parler comme ça, Rome, d'une république, à un empire, avec un dictateur dans le sens romain, pas dans le sens comme on l'entend aujourd'hui, dans un dictateur permanent. Et on a vu que cet empire s'est étendu vers la plupart des territoires communs, et si on arrive à l'apogée de l'empire romain après la période d'Auguste et des autres empereurs qui ont suivi, on arrive à un empire qui a largement couvert tout le bassin méditerranéen. Alors cette image est légèrement exagérée puisque la Mésopotamie n'a pas vraiment longtemps été sous contrôle romain. D'ailleurs, elle n'a duré que quelques années. C'est comme les gens qui disent l'Égypte ancienne, c'était des Noirs. Mais en fait,
C'est juste parce qu'effectivement il y a eu des royaumes nubiens qui ont conquis l'Égypte pendant plusieurs générations, mais ce n'est pas dire que tout l'Égypte a été en fait par des Africains noirs. Enfin, de toute façon, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Mais enfin, voilà. Donc Rome a conquis une grande partie même de l'Angleterre actuelle, et allé en Roumanie, la Dacia, etc. Et allé Turquie avait des alliances avec les royaumes d'Arménie. Ils se sont toujours cassés les dents avec les Parthes, qui sont un peu les descendants des Perses et des Kurdes. Mais enfin, voilà, le bassin méditerranéen était couvert. Et le problème des empires, c'est qu'arrivé à un certain moment d'expansion, au bout d'un moment, ils se heurtent à des problèmes énergétiques, c'est-à-dire que la nourriture, elle doit être disponible pour pouvoir étendre et faire fonctionner cet empire. Mais arrivé à un moment, les distances sont tellement grandes que c'est difficile. Il arrive aussi un phénomène d'incapacité de défendre les frontières, où les frontières deviennent immenses. Plus le territoire grandit, plus on voit que les territoires à défendre deviennent très très grands. On se heurte à des autres empires, la civilisation parthe, extrêmement guerrière en tout cas, et qui a toujours été capable de repousser les approches romaines au Moyen-Orient. Et puis on se heurte aussi à des capacités très très complexes de faire fonctionner socialement, intérieurement l'Empire. Typiquement Rome, encore une fois, 1,5 million d'habitants à son apogée, la ville de Rome, eh bien, devait garder la paix sociale d'une immense population oisive par les jeux, comme on a vu dans le Colisée, dans des cirques et des théâtres à travers tout l'Empire, mais aussi, notamment à Rome, en fournissant de la nourriture gratuite. Le panem et circenes, du pain et des jeux, c'est-à-dire qu'on avait une population qui vivait bien, il y avait une paix sociale parce qu'on la nourrissait, mais aussi parce qu'on la divertissait. C'est très proche de ce que l'on fait aujourd'hui avec la télévision qui lobotomise et divertit les gens, et avec finalement de la nourriture pas chère grâce au pétrole, et finalement une capacité au minimum de nourrir les gens et d'avoir de la nourriture pour tout le monde dans l'Occident aujourd'hui. On fait la même chose, on achète une paix sociale depuis une trentaine, quarantaine d'années. Et on a aussi un empire aujourd'hui. Et cet empire a fini par se corrompre, par se pourrir, par s'éliminer, parce qu'il n'y avait plus cette capacité finalement de soutenir tout le monde, etc. Et à la fin, très très rapidement, à la fois progressivement mais également brutalement, cet empire s'est effondré pour arriver à que de 1,5 million d'habitants, on tombe à 30 000. Et on peut voir ici derrière moi, en fait, on ne le voit pas très bien, mais devant le Vittoriale, qui est le monument au roi Victor Emmanuel d'Italie. Je vous en raconterai un petit peu plus de cette partie-là de l'Italie dans la vidéo de tout à l'heure. Mais finalement, Rome, c'était plus qu'un amas de ruines. Ruines dans lesquelles circulaient les quelques survivants qui s'étaient remis aux moutons, aux chèvres, aux vaches, et on faisait finalement paître ces animaux au plein milieu de ce qui était la glorieuse civilisation romaine. Et c'est très intéressant de voir à quel point un empire énorme, gigantesque, avec une surface très très étendue et une sophistication de culture et même d'architecture impressionnante. Encore une fois, ici on fabriquait des immeubles de 4, 5, 6 étages sans pétrole et ça fonctionnait très très bien. Donc on peut avoir des sociétés sans pétrole avec des égouts, de l'eau courante, ça fonctionnait excessivement bien. Mais l'empire, quand on grandit trop, on n'arrive plus à soutenir cette étendue. Les armées coûtent trop cher, on finit par se endetter, et c'est ce qui est arrivé à Rome, l'endettement, la crise financière, la crise politique, la crise même morale, la décadence, ont fait que cet empire s'est effondré. Et donc, on a fini avec des hommes au milieu des ruines. Alors aujourd'hui, Rome, c'est essentiellement une ville qui fonctionne par le gouvernement, par le tourisme, mais finalement, ce n'a plus la brillance, et ça n'aura plus jamais la brillance d'un empire. Même si Rome a redémarré au fil des siècles et est devenu un des centres les plus importants, bien sûr par la papauté de l'art, et même économiquement c'est beaucoup redressé, ça ne sera jamais plus ce qu'elle a été. Donc les chances de monter un empire sont relativement uniques. Après Rome, il y a eu des tentatives d'empire par le Saint-Empire romain germanique, qui a duré un certain temps. Il y a eu la tentative d'hégémonie de l'Espagne, si on veut même de la Turquie, sur l'est de l'Europe, de la France bien sûr, et puis les tentatives hégémoniques continentales de l'Allemagne, plus près de nous. Et à chaque fois, on arrive à une certaine étendue, et puis ça s'effondre, plus ou moins vite, plus ou moins rapidement. Aujourd'hui, Rome reste quand même une ville magnifique, une ville où on peut se délecter de la beauté de la ville. Il fait en plus un temps magnifique aujourd'hui,
Et puis Rome reste une ville où les gens sont à la fois rudes mais en même temps sympathiques, à la fois bordéliques, chaotiques mais gentils et ouverts pour les gens, je trouve. Et puis ça reste une magnifique ville avec des très jolies femmes aux yeux de braise, et j'aime bien les yeux de braise. Et c'est sur ce élément rêveur que je vous laisse, et à très bientôt. Ciao!